En startup, on parle très souvent de scaling ou mise à l'échelle. En gros, le concept, il est assez simple. C'est comment est-ce que tu fais sans dépenser beaucoup plus d'argent pour réussir à avoir beaucoup de croissance. Et une des raisons pour lesquelles les investisseurs adorent en fait les logiciels, c'est parce que les logiciels scalent très bien. En fait, quand tu construis un logiciel, qui est une personne qui l'utilise ou qui en est 1000, globalement, tes coûts vont rester quasi identiques. Parce que quand tu construis un logiciel, tu as les coûts de serveur, mais globalement, ça, c'est assez dérisoire. Et ensuite, tu as les coûts de développement. C'est ça qui va te coûter le plus d'argent ou de temps si c'est toi qui développes, évidemment, la solution. Et donc, du coup, ce que je vois dans les boîtes dans lesquelles j'investis, c'est que les gens ont cette obsession du scaling. Et le scaling, ils essayent de l'appliquer un petit peu dans tout, notamment dans leur process, notamment à construire en fait des sortes d'usines à gaz pour faire des choses qui scalent. Et du coup, ils en oublient en fait les rudiments du business. Et donc dans cette vidéo, je vais te parler des 7 choses que je fais et que j'ai fait quotidiennement depuis les débuts en fait de Lemlist, qui m'a permis de construire du coup une boîte valorisée à plus de 150 millions de dollars, qui fait aujourd'hui plus de 30 millions de chiffre d'affaires avec 10 millions d'EBITDA. La première chose en fait qu'il faut faire, et peu importe la taille de ta boîte, c'est parler à tes clients toutes les semaines. Donc ça, je sais que les gens, ils ont du mal à y croire, mais en fait, c'est un truc qui pour moi en fait est essentiel. Et parler avec tes clients toutes les semaines, ça veut pas forcément dire faire des meetings en face à face, les voir en présentiel. Ça peut tout simplement être avoir un canal sur Slack où tu leur parles, échanger des messages LinkedIn, échanger des emails, des WhatsApp. Peu importe, en fait, il faut que tu parles à tes clients toutes les semaines. Et la raison pour laquelle c'est super important, c'est parce que ton industrie, elle va toujours évoluer et tes clients, c'est les meilleures personnes qui vont pouvoir te donner ces insights. J'ai plein d'exemples dans l'histoire de Lemlist, mais je vais t'en donner un qui est assez récent. En fait, au tout début de ChatGPT, les gens trouvaient que globalement c'était nul et que ça fonctionnerait jamais. Et en fait, j'étais en train de parler avec un de nos clients aux US qui lui avait réussi à avoir accès en fait à la dernière version d'OpenAI. Et en fait, il m'a montré un petit peu ce que lui faisait avec. Et en gros, il m'a dit, mais tu sais, typiquement dans la prospection, aujourd'hui, le temps qu'on met à regarder, tu vois, chaque profil pour essayer de personnaliser notre prospection, ça, en fait, ça pourrait être fait par AI, tu vois. Et donc, quand il me montrait un petit peu ce qu'il faisait, je me suis dit, putain, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, en creusant un petit peu, on a été une des premières boîtes françaises, en fait, à avoir accès à l'API de ChatGPT et d'OpenAI. Et donc, en gros, on a commencé à pouvoir construire nos tests bien avant toute la concurrence. Et quand on a lancé la partie AI de Lemlist, on était parmi les premiers à l'avoir fait sur le marché. Évidemment, ça, c'était un edge concurrentiel dont on a pu se servir pour, pareil, avoir encore plus de traction sur ce marché. Mais ça serait jamais arrivé si, à l'époque, en fait, j'étais pas en constante communication avec nos utilisateurs pour avoir ce genre d'insight. Et des histoires comme ça, évidemment, j'en ai plein. Le second point qui est vachement important, c'est d'avoir la mentalité side project. Donc, je sais que ça, c'est un truc où on te dira toujours qu'il faut être focus, que c'est super important d'être focus. Et je suis d'accord avec ça. Mais parfois, c'est bien d'allouer son temps pour bosser sur des projets qu'on peut appeler moonshot ou sur des projets qui te sortent en fait totalement de ce que tu fais du quotidien, mais qui peuvent apporter de la valeur à tes utilisateurs. Donc en fait, je te donne un exemple très concret aussi. En 2019-2020, j'étais en train de parler avec certains de nos utilisateurs et ils voyaient que je postais régulièrement sur LinkedIn, que j'avais pas mal de traction et tout. Et donc, ils me demandaient comment tu fais pour avoir de la traction. Et souvent, en fait, ils me demandaient est-ce que tu veux rejoindre notre groupe d'engagement? Et je disais mais c'est quoi un groupe d'engagement? Et là, ils me disaient en fait, on se met dans un groupe sur WhatsApp ou sur Slack et quand une personne va poster, on va poster le lien sur WhatsApp ou sur Slack et on va tous cliquer dessus pour engager. Et par conséquent, ça aidera ton post ou le post de la communauté à avoir plus de vues, tu vois. Et en gros, c'était des groupes à chaque fois de 5-10 personnes, soit des marketeurs, soit des fondateurs de startups, etc. Et du coup, j'étais invité dans pas mal de groupes et je trouvais ça trop cool et c'était vachement bien pour s'entraider puisqu'en fait, tu utilises la force de ton réseau pour justement avoir plus de traction.
Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais ça prend quand même vachement de temps et ça me coupe à chaque fois dans mon travail d'avoir ces notifications parce que tu dois le faire assez rapidement quand la personne poste, histoire que l'algo comprenne que le post a beaucoup d'engagement vite, etc., etc. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais c'est con en fait parce que ça pourrait être grave automatisé, tu vois, et le faire manuellement, ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc en fait, en 2000, je crois que c'était fin 2019, mais début 2020, bah, j'ai créé Lempod en fait, qui était une automatisation de ce constat. Et en fait, très rapidement, ce side project est devenu un projet en fait qui nous a vachement aidé parce que nous on l'utilisait pour notre croissance puisque comme on était les créateurs de Lempod, ben, en fait on avait accès à plein de personnes qui pouvaient pousser notre contenu. Deux, ça a apporté énormément de valeur aux gens dans la communauté, donc ils étaient super contents. Trois, le projet, après avoir fait plus de 600 000 dollars d'ARR, il a été racheté. Donc moi, j'ai appris énormément sur la revente d'une boîte, etc., etc. Il y a évidemment des points négatifs avec l'Empod pour ceux qui savent, parce que du coup, LinkedIn n'a pas du tout apprécié. Puisqu'en fait, l'Empod, c'est un peu, j'avoue que j'ai créé un monstre et je l'assume plus ou moins maintenant, mais en gros, très rapidement, l'Empod, c'est devenu la plus grosse marketplace au monde de groupes d'engagement. Et du coup, les gens commençaient en fait à acheter du like. Et donc, du coup, ce qui se passait, c'est que nos utilisateurs payants qui payaient le plus étaient des gens en fait qui voulaient juste avoir énormément de likes sur des posts qui étaient nuls. Et donc, en fait, ça niquait totalement l'algorithme de LinkedIn. LinkedIn a passé des mois et des mois avec ses ingénieurs à essayer de contrer ça. Et en fait, moi, j'ai revendu le projet parce que ça me faisait chier de faire de la modération. Et en plus, je trouvais ça cool de revendre une boîte à ce moment-là. Le gros inconvénient, c'est que LinkedIn a décidé de ban mon profil comme ils savaient que j'étais le fondateur et que régulièrement, ils bannent mon profil. Donc, je dois recommencer from scratch parce qu'ils ont toujours la haine de ce projet, ce que je peux comprendre. Mais le problème, c'est que moi, je détiens plus du tout le projet. Je l'ai revendu et je ne peux pas donner le nom exact de l'acheteur puisqu'ils voulaient se protéger. Ils savaient que le projet était un petit peu gris, si je ne puis dire. Donc du coup, voilà. Mais bon, dans tous les cas, je regrette pas cette expérience parce que j'ai appris énormément de choses et je pense que avoir des petits side projects comme ça peut vachement aider. Et souvent, nous, ce qu'on fait d'un point de vue concret, c'est qu'au moins une fois par an, on dédie au moins une semaine de notre temps à des petits side projects qui souvent aboutissent soit sur des mini tools gratuits qui vont potentiellement apporter beaucoup d'acquisitions ou parfois sur des nouvelles fonctionnalités qui sont totalement innovantes et qui te permettent d'acquérir encore plus de parts de marché. Le troisième point ultra important, c'est lire les conversations clients dans le support. Donc moi, j'ai fait le customer support pendant quasiment 1 an et demi solo avant de recruter une personne. Et là, encore aujourd'hui, ça m'arrive d'aller voir les conversations sur Intercom pour essayer de voir ce dont les gens se plaignent. Et en fait, le nombre de fois où je me suis rendu compte que les gens ils se plaignaient toujours d'un même truc parce qu'ils comprenaient pas et qu'en fait, en enlevant certaines fonctionnalités, ça permettait d'augmenter le taux de conversion parfois x2, mais en fait, tu as des gains qui sont juste fous sur ton business quand tu fais ça. Et donc, un exemple aussi que je peux vous donner, c'est qu'à un moment dans le support, je voyais que les gens, ils posaient tout le temps des questions sur la délivrabilité. La délivrabilité, c'est est-ce que ton email arrive bien dans l'inbox et pas dans les spams. Et ils voulaient savoir notamment ce qu'on appelle le warm-up. Donc, comment est-ce que tu fais quand tu crées une adresse email pour être sûr que celle-ci ne soit pas directement flaguée comme un spammer. Et donc, tu fais ce qu'on appelle du warm-up. Donc, c'est petit à petit, tu dois envoyer des messages à d'autres personnes. Ces personnes doivent ouvrir ton email, y répondre, etc. Donc, c'est un process qui était manuel et qui prenait énormément de temps. Et les gens posaient beaucoup de questions là-dessus. Et donc, en voyant tout ça, et aussi avec des messages dans la communauté, je me suis dit qu'en fait, on pouvait automatiser tout ça. Et c'est là où j'ai créé Lemworm, qui a permis en fait de développer toute une nouvelle industrie autour de la délivrabilité qui n'existait pas avant. On était les seuls à le faire sur le marché. Et pareil, vu que Lemworm en fait est basé sur la qualité de tes utilisateurs et la variété et la diversité de tes utilisateurs, ça nous a fait en fait un avantage compétitif que personne n'avait dans le monde, puisque en fait, on a la variété et la différence de clients la plus grande. En gros, on a beaucoup de concurrents aux US qui, eux, ont beaucoup de clients US, mais surtout des enterprises, alors que nous, en fait, on est dans plus de 100 pays et on a de la toute petite start-up jusqu'à des boîtes du S&P 500, tu vois, donc des grosses boîtes américaines. Et donc, en fait, ça nous a permis justement de faire en sorte que nos clients
et les meilleurs résultats et donc de se développer beaucoup plus vite et d'avoir un edge que personne n'avait. Mais ça aurait pas été possible si j'avais pas passé du temps à regarder sur Intercom les différentes conversations. Point numéro 4, dans le cas où c'est possible, mais je te conseille d'utiliser ton produit en fait au moins une fois par mois. Enfin moi, j'y retourne régulièrement sur l'Emlist pour voir les updates, pour tester, pour créer des campagnes. Parce qu'en fait, si tu comprends pas comment ton produit fonctionne et ce qu'il fait vraiment, ben en fait, ta vision, elle est totalement décorrélée de la réalité du marché. Quand tu es fondateur de boîte, tu as tendance à toujours être dans le futur, mais c'est super important aussi de garder les pieds sur terre avec la réalité du terrain afin de ne pas te perdre dans quelque chose qui est totalement idéaliste et inatteignable alors que ton produit, je vois très souvent des gens en fait qui survendent leurs produits et derrière en fait ça fait pas du tout ce qu'ils te vendent et ça c'est un gros problème. Point numéro 5, ça c'est un peu moins technique j'ai envie de dire, mais c'est de passer du temps avec ton équipe de façon informelle. Le nombre de conversations informelles que j'ai pu avoir à des heures parfois assez tardives, donc ça marche généralement très bien quand tu as des bureaux. Parce que je trouve qu'en remote, l'inconvénient du remote, c'est que tu n'as pas en fait ce côté informel qui peut se créer puisque globalement, l'avantage du remote, c'est que tu peux être très focus sur les tâches à faire, mais tu perds en fait toute la sérendipité, le hasard heureux qu'il peut y avoir lors d'une conversation. Par exemple, le nombre de fois où moi je restais travailler tard et parfois il y avait des gens de l'équipe qui restaient, donc je commandais à manger et puis en fait on discutait, on se posait des questions, on parlait du futur. En fait, tout ça, c'est vachement important. Quand tu es en remote et quand tu es seul, le problème, c'est que tu peux avoir une vision, mais si tu n'en parles pas, jamais elle deviendra réalité. Et en fait, toutes ces conversations informelles que tu peux avoir avec tes équipes, un, ça aligne tout le monde dans la même direction. Deux, en fait, ça te permet à toi de rendre ta vision réalité, puisque plus tu en parles, plus c'est quelque chose qui va devenir en fait réel et donc que tu vas tout faire et tout mettre en œuvre pour y arriver. Et le plus important, une fois de plus, en fait, c'est la cohésion d'équipe. Et quand tu as ce genre de conversation avec tes équipes dans des moments assez informels, en fait, il y a plein d'idées qui vont émerger et il y a plein de choses ultra positives qui en ressortent. Ensuite, un autre point, je pense, qui est super important quand tu es founder d'une boîte, c'est d'écouter tes commerciaux vendre ton produit. Donc ça, c'est un truc, nous, on enregistre très souvent tous les calls. Après, on fait aussi des démos groupées. En fait, j'aime bien y assister un peu en mode fantôme ou réécouter les démos. Parce qu'en fait, ça te permet toujours de voir ce que les gens… En fait, c'est super important de comprendre les objections que les prospects peuvent avoir. C'est super important de comprendre les questions que les gens ont et c'est super important de voir aussi comment tes commerciaux vendent le produit. Parce que parfois, tu vas te rendre compte en fait que le message n'est pas bien passé. Parfois, tu vas te rendre compte en fait que c'est ton marketing qui est pas assez bon parce que les gens ils viennent avec des attentes qui sont totalement démesurées ou parfois pas du tout alignées avec ce que le produit fait. Et donc, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir réajuster. Typiquement, au tout début de l'Emlist, je me rappelle qu'il y avait plein de gens qui pensaient qu'on était un petit peu une sorte de concurrent à la Mailchimp parce qu'il y avait des gens qui nous mettaient dans la catégorie email marketing alors qu'en fait nous on était vraiment dans la catégorie sales et en fait c'était un message qu'on n'avait pas assez rabâché sur le site et donc au lieu de parler vraiment du taux de réponse, de l'engagement des clients et des prospects, en fait on a changé totalement notre wording et notre taux de conversion il a été beaucoup plus élevé puisqu'en fait les gens qui créaient des comptes chez nous ils savaient que c'était un outil pour avoir des rendez-vous avec tes prospects qualifiés et pas un outil pour envoyer potentiellement à des clients existants un update de ta semaine, quoi, tu vois. Et le point numéro 7, c'est de parler avec tes clients qui ont churn. Donc, churn, c'est ceux qui annulent leur abonnement. Et en fait, pourquoi c'est super important de parler à ces gens-là? Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes pourquoi les gens partent. Est-ce que c'est une question de fonctionnalité? Est-ce que c'est une question de service? Est-ce que c'est une question de décorrélation entre les attentes versus ce qui a été délivré? Et en fait, plus tu passes de temps à comprendre pourquoi les gens partent et plus tu vas pouvoir améliorer ton produit afin que ces gens ne partent pas. Il y a des fois où en fait, les gens qui partent, ils partent pas pour les bonnes raisons. Il y a des fois, il va falloir que tu changes ta cible parce que évidemment, je te donne un exemple très concret. On a des gens qui partent, on a toujours eu un taux de churn qui était assez élevé
Et une des raisons pour lesquelles ce taux de churn était assez élevé, c'est parce qu'en fait, les gens qui nous utilisaient au tout début, en fait, c'était des gens qui avaient des petits business. Et quand tu sais que 90% des petits business, ils échouent, en fait, c'est normal que ton taux de churn, il soit très élevé. Et donc, en fait, ces gens-là, même en passant du temps avec eux, on comprenait qu'ils kiffaient l'Emlist, mais qu'en fait, juste, leur business ne marchait pas. Donc, qu'est-ce que tu veux améliorer sur ton produit quant à ça? Tu peux rien faire. Et donc, en fait, là, la question que tu dois te poser dans ces moments-là, et c'est ça qui est vachement intéressant aussi, c'est de te dire, eux, ils partent pour des raisons, en fait, qui sont en dehors de mon contrôle. Par contre, il y a des utilisateurs qui restent depuis des années. Je vais essayer de creuser pourquoi. Donc nous, on s'est rendu compte en fait que toutes les boîtes qui avaient une équipe avec plus de 4 commerciaux, donc de 4 à 100 commerciaux, en fait, quand ils nous utilisaient, globalement, ils churnaient pas. Parce que le produit répondait à leurs attentes et parce qu'ils avaient les meilleurs résultats possibles. Ce qui est assez logique en fait. Parce que comme nous, on s'adresse aux équipes commerciales, en fait, quand tu as un produit qui permet aux équipes commerciales d'avoir des rendez-vous qualifiés avec leurs prospects, globalement, ça va répondre à leurs attentes. Par contre, quand c'est le fondateur d'une boîte qui est en train de se lancer, il sait pas forcément faire de l'outbound, de prospection, il sait pas forcément si sa proposition de valeur est la bonne, etc. Là, le taux de chance avec lequel il va annuler son abonnement parce que ça marchera pas, il est élevé. On va pas créer un business à sa place. Et donc ça, c'est des petits détails qui ont fait que, on a pu concentrer tous nos efforts sur le segment qui voyait le plus de valeur au niveau du produit, mais aussi sur l'aspect marketing. Et en fait, du coup, toutes ces choses-là qui ne scalent pas, donc on ne peut pas mettre à l'échelle puisque en fait, c'est du temps, c'est toi qui va passer du temps avec tes utilisateurs, va passer du temps avec des gens qui partent, va passer du temps à écouter des démos, etc. C'est pas quelque chose qui passe à l'échelle. Pourquoi ça ne peut pas passer à l'échelle? Parce que ton temps, il est limité. Et en fait, toutes ces choses-là qui ne scalent pas, elles sont essentielles pour faire scaler ton business. Puisque une fois de plus, c'est quand tu passes à l'action que ça crée de l'information et cette information, elle te permet de prendre des décisions qui sont conscientes et éclairées. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu feras des choses qui ne scalent pas afin de faire exploser ton business. À plus, bisous.